Et si de grands animaux vraiment inconnus de la science, ils se cachaient encore sur notre planète? Ah, c'est une idée fascinante, oui. C'est un peu la thèse provocante de Bernard Revelmans dans son livre Sur la piste des bêtes ignorées. Alors on se base sur l'édition de 1970, qui est déjà une version enrichie de l'original de 55. Tout à fait. Huvellmans, docteur en zoologie, un personnage assez unique. On le surnommait le Sherlock Holmes de la zoologie. Exactement. Et lui, il soutenait que les grandes découvertes en zoologie, c'était pas fini. Non, loin de là, selon lui. Donc notre but aujourd'hui, c'est d'explorer un peu comment il démonte cette idée reçue que toutes les grandes espèces animales seraient déjà connues. Oui, cette idée qui a la vie dure. Alors plongeons là-dedans. Volontiers. Ça commence souvent, cette histoire, avec une affirmation de Georges Cuvier, grand nom de la paléontologie vers 1812. Oui, Pour lui, c'était, disons, très improbable qu'on découvre encore de nouveaux grands mammifères. et vu son influence à l'époque. Exactement. Son autorité était immense. Du coup, cette idée s'est vraiment installée. Comme si, l'inventaire des grosses bêtes était clos, quoi. Ça a presque dû freiner la recherche, non? C'est ce que suggère Heuvelmans. Ça a pu instaurer une sorte de dogme, peut-être involontairement, qui a un peu refroidi les ardeurs des explorateurs pendant des décennies. Et c'est justement ce dogme que Heuvelmans attaque de front avec des faits. C'est ça. Il utilise des découvertes bien réelles, faites après Cuvier. L'okapi, par exemple, c'est une histoire incroyable. Au début, juste des échos, des rumeurs rapportées par Stanley. Oui, les Pygmées parlaient d'une sorte d'âne rayé. Forcément, c'était accueilli avec beaucoup de scepticisme. Bien sûr. Mais il y a ce Sir Harry Johnston qui, lui, a pris ça au sérieux. Il a enquêté sur place. Et il a trouvé des preuves. D'abord des morceaux de peau, des bandelettes. Puis une peau entière et même des crânes. Et là, surprise totale. Ah oui, un parent de la girafe. Totalement inconnu. Un vrai fossile vivant découvert au début du XXe siècle, en pleine forêt équatoriale. Ça montre bien qu'il fallait écouter les infos locales. Absolument. Et il n'y a pas que l'okapi. Non, un autre cas très parlant, c'est l'hippopotame pygmée, Ah oui, signalé au Libéria. Des crânes sont étudiés dès les années 1840, mais là encore, beaucoup de doutes. Richard Owen, notamment, un disciple influent de Cuvier, était sceptique. donc même avec des crânes, ça ne suffisait pas. Apparemment non. Il a fallu attendre 1913 pour la confirmation officielle, quand Hans Schamburg a réussi à capturer des spécimens vivants. Et là, on découvre quoi? Une simple variété? Non, non, une espèce bien distincte. Plus petite, plus forestière que son cousin des fleuves. Encore une fois, des décennies entre les premiers indices et la reconnaissance scientifique. Ce scepticisme ambiant a vraiment joué. C'est fou, hein. Ces deux exemples illustrent parfaitement la thèse d'Heuvelmans. Et ça nous amène à ce concept qu'il utilise beaucoup, les fossiles vivants. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour lui? Et pour Heuvelmans, un fossile vivant, c'est une espèce qui, semble avoir très peu changé depuis très longtemps. Ou alors qui garde des traits vraiment archaïques. L'okapi, donc. L'okapi en est un très bon exemple, oui. Il cite aussi le tuatara, en Nouvelle-Zélande. C'est un reptile dont la lignée est plus ancienne que les dinosaures. Incroyable. Ou le jeune hoadzin, cet oiseau d'Amazonie qui a des griffes sur les ailes, un peu comme les reptiles ancestraux. Et puis il y a eu cette découverte de Neopilina, en 1951. Neopilina. Un petit mollusque retrouvé dans les profondeurs. Il appartient à une classe qu'on croyait éteinte depuis le Paléozoïque. Ça a été énorme pour comprendre l'évolution ancienne des mollusques. Ce sont comme des fenêtres sur un passé très lointain. Et pour trouver ces fenêtres, Heuvelmans insiste sur quelque chose d'essentiel. Écouter les gens sur place. Tout à fait. Il accorde une grande valeur aux traditions orales, aux témoignages des populations locales. Les fameux Nitaweo de Ceyland, l'orang pandek à Sumatra, le yeti. Exactement. Des récits souvent balayés d'un revers de main par la science occidentale, comme de simples légendes. Pour lui, c'était des pistes potentielles, à ne pas négliger. Surtout qu'il estimait qu'une bonne partie de la Terre restait mal connue, non? Oui, il parlait d'environ 1/10 de la surface terrestre encore peu explorée à son époque. Les grandes forêts d'Afrique, d'Amérique du Sud, l'Himalaya, la Sibérie, certaines zones d'Australie. Donc des endroits où des surprises seraient encore possibles. C'est l'idée. Si on relie tous ces points, les découvertes continues, même de grands animaux, l'existence de ces fossiles vivants, l'importance des indices locaux et des zones reculées, le message de Heuvelmans devient assez clair. Que notre inventaire du vivant est loin, très loin d'être complet. Voilà. Et que le scepticisme hérité de Cuvier, même s'il était compréhensible à son époque, a peut-être agi comme un frein. Un frein à la découverte. En bref, ce livre, c'est vraiment un appel à rester curieux, humble face à la nature. Absolument. Il nous dit que peut-être des découvertes zoologiques majeures nous attendent encore, cachées quelque part. L'aventure n'est peut-être pas finie. Et ça nous laisse avec une question un peu provocatrice pour finir.
Si des animaux comme l'okapi ou l'hippopotame pygmée, qui étaient longtemps dans la catégorie légende ou témoignage peu fiable, ont finalement été découverts et décrits scientifiquement. Oui. Alors, parmi toutes les créatures décrites aujourd'hui dans les folklores, les traditions locales, lesquelles pourraient être les bêtes ignorées de demain? Qu'est-ce que notre propre scepticisme aujourd'hui nous empêche peut-être de voir? Bonne question. Ça laisse à réfléchir.